Bonjour à tous, bienvenue dans Boîte Noire. Aujourd'hui, on parle valeurs bancaires, BNP, Société Générale et Crédit Agricole. Et pour l'occasion, on reçoit Louise Girard, qui est analyste chez XTB. Louise, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu veux rapidement te présenter? Bonjour Barnabé, bonjour à tous, merci de me recevoir. Donc Louise Girard, je suis analyste de marché chez XTB. J'ai fait un master en gestion de portefeuille, donc toute la partie gestion d'actifs. Et donc j'ai travaillé quelques temps chez Amundi et j'ai intégré les équipes d'XTB il y a quelques mois en tant qu'analyste de marché. C'est cool de recevoir un petit peu tous les analystes d'XTB parce que vous avez un peu chacun votre approche et chacun vos spécialités. Nous, on s'est dit qu'on allait parler valeurs bancaires, donc qui ont un peu été boudées depuis la crise des subprimes notamment. Moi, le premier, j'ai vraiment évité un petit peu ce secteur-là. Elles performent super bien ces dernières années, ces derniers mois. Certaines ont même dépassé leur plus haut. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler effectivement de ces trois grosses entreprises côtées au CAC 40 et de nous parler un petit peu de leurs évolutions justement depuis cette crise des subprimes? Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que le secteur bancaire, c'est un secteur qui est au cœur de l'économie, qui est un secteur qui est très intéressant auquel c'est important de regarder ce secteur. Les trois valeurs bancaires françaises, elles ont quand même trois profils assez différents. On a BNP Paribas qui est vraiment considéré comme le leader européen avec le modèle le plus diversifié, le plus résilient et qui a historiquement, ça lui a permis historiquement de mieux traverser les crises. On a Société Générale qui a longtemps été pénalisée par des difficultés internes et sa sensibilité au marché, et elle a largement redressé sa situation grâce à un gros plan de restructuration ces dernières années, et ça a été vraiment visible en 2025. Et on a Crédit Agricole qui reste davantage exposé à la banque de détail et au marché français, mais qui bénéficie de la stabilité de son modèle de banque assurance. Ok. C'est vrai que dans les trois, il y en a peut-être une qui se démarque un petit peu par son parcours récent. Je pense à Société Générale qui avait quand même chuté très fortement, qui était très boudée par les investisseurs et qui fait quand même un sacré retour en force. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, c'est vrai que pendant plusieurs années, Société Générale, elle a accumulé les difficultés. Sa rentabilité, elle était vraiment inférieure à ses pairs. Ses coûts figuraient parmi les plus élevés du secteur, et son organisation était devenue vraiment complexe, avec une présence dans de nombreux métiers, dans de nombreux pays. Elle a subi également des chocs très importants, comme vous le savez tous, donc l'affaire Kerviel, la cessation de Rosbank après la guerre en Ukraine qui lui a coûté également un peu d'argent, la remontée des taux d'intérêt qui a moins bénéficié à son activité de banque de détail que chez ses concurrents. Et donc, les investisseurs ont longtemps appliqué une forte décote à l'action. Mais depuis l'arrivée donc du nouveau CEO, donc Krupa, la stratégie elle a totalement évolué. Le groupe s'est recentré sur ses activités les plus rentables. Elle a complètement simplifié son organisation et elle a lancé un important plan de réduction de coûts. Elle repose aujourd'hui sur vraiment trois piliers distincts. On a la banque de détail en France qui est portée par Boursorama notamment. On a la banque de financement et d'investissement et on a les services financiers. Et donc, on a obtenu une vision vraiment beaucoup plus claire de l'entreprise. L'objectif vraiment du management était d'améliorer durablement la rentabilité en construisant une banque beaucoup plus simple, plus efficace et davantage concentrée sur des métiers plus créateurs de valeur. Et donc voilà, cette stratégie a vraiment porté ses fruits en 2025, et là, on le voit avec les résultats de 2026. Et j'ai l'impression que cette dynamique-là de simplification, moi j'ai bossé un petit peu à la BNP, et ma mère et mon beau-père ont aussi des postes assez importants à la BNP, et Mhm. ils parlent énormément de simplification, que ce soit au niveau des effectifs, que ce soit au niveau des missions, mais aussi par exemple au niveau de l'immobilier. BNP, c'est une boîte, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais sur Paris, qui avait un patrimoine immobilier qui était super important. Et ils ont justement réduit toutes leurs dépenses liées au patrimoine immobilier qui leur coûtait quand même très cher. Ils simplifient aussi beaucoup, comme tu parlais, de l'organisation globale, l'organigramme, etc., etc. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un avant et un après pour les banques et qu'aujourd'hui, elles sont
obligés de faire ces efforts-là, justement, pour avoir des ratios peut-être un peu plus intéressants, une rentabilité un peu plus intéressante? C'est vrai que c'est une variable qui était un peu moins pris en compte avant. Là, aujourd'hui, on est vraiment sur une dynamique d'optimisation des coûts. Voilà, le secteur bancaire reste extrêmement dépendant de l'évolution des taux d'intérêt, de la conjoncture économique, du risque de crédit. C'est des variables qui sont extrêmement importantes pour le business model d'une banque et en règle générale pour leur performance. Donc, c'est vrai que on est dans une dynamique récente de vraiment d'optimisation de coûts et c'est vraiment le cas pour les trois valeurs bancaires. Ok, super. Et tout à l'heure, je rebondis un peu sur ce que tu disais sur Société Générale. Tu parlais de banque de détail et tu parlais des taux d'intérêt, donc qui ont un impact justement sur la rentabilité de ces banques. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu ça? Tout à fait, c'est un point qui est vraiment très important. On entend souvent dire qu'une hausse de taux de la part des banques centrales, c'est une bonne nouvelle pour les banques. Alors c'est souvent vrai, mais c'est vraiment pas automatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le principal moteur des revenus d'une banque, c'est donc le produit net bancaire. C'est à peu près comme le chiffre d'affaires pour une entreprise d'un autre secteur. Et donc ce produit net bancaire, il est composé de la marge nette d'intérêt en premier lieu, et en deuxième lieu, de toutes les commissions qui vont être issues des autres activités, la gestion d'actifs, l'assurance, la banque d'investissement. Et donc, si on revient sur la marge nette d'intérêt, c'est en fait la différence entre les intérêts que les banques vont percevoir sur les crédits qu'elles octroient à leurs clients, donc les crédits qui sont situés à l'actif de leur bilan, et les intérêts qu'elles versent sur les dépôts présents à l'actif en tant que ressource, en fait. Et donc, si le taux des crédits il augmente plus vite que la rémunération des dépôts, cette marge elle va automatiquement s'améliorer et les bénéfices vont progresser. Les bénéfices de la banque vont vraiment s'améliorer. Mais tout va en fait dépendre de la façon dont les taux vont se transmettre au bilan. Les taux, ils influencent à la fois, donc, comme on a pu le dire, le rendement des prêts, le coût des dépôts, la valeur des obligations également détenues par les banques, mais aussi la demande de crédit et même le risque de défaut des emprunteurs. Si on prend le cas en France, les crédits immobiliers, ils sont majoritairement à taux fixe. Alors que l'épargne qui est réglementée, comme le livret A par exemple, qui est fixé par l'État, il est revalorisé assez rapidement en fait. Donc lors du resserrement monétaire de 2022-2023, le coût des dépôts, donc des dépôts des clients, il a augmenté plus vite que le rendement des crédits. Parce que les anciens prêts continuaient de rapporter les faibles taux des années précédentes. Donc la marge nette d'intérêt en 2023, elle a vraiment, en fait, elle s'est contractée, elle a reculé, contrairement à celle d'autres banques qui sont davantage exposées aux prêts à taux variable. Donc on ne peut pas dire qu'une hausse de taux est de manière automatique positive, un impact positif automatiquement sur les banques. Tout va vraiment dépendre de la manière dont cette hausse de taux se traduit dans le bilan. Ok. Et justement, il y a pas mal d'analystes, il y a pas mal de fonds qui sont rentrés récemment plus sur des banques euh, hors France, mais dans l'Europe, par exemple des banques italiennes. Et je sais que les marges nettes d'intérêt là dont tu parles, en France, ça a souvent été quasiment les plus basses d'Europe. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu comprends, le fait d'aller plutôt chercher des banques italiennes, par exemple, que d'aller sur les trois grosses banques françaises? Alors écoute, pas forcément. C'est vrai que bon, je suis pas spécialisée dans le secteur bancaire européen en règle générale et notamment en particularité les banques italiennes. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même en France, depuis donc en 2024, cette situation sur les taux d'intérêt et cette compression des marges, elle s'est assez stabilisée, notamment grâce au modèle de banque universelle qu'adoptent les banques françaises de diversification sur d'autres types d'activités. Et donc, grâce à toutes les commissions qu'elles ont obtenues par le biais des activités de marché, etc. Et on voit vraiment que, à partir de 2025 et surtout en 2026, la situation, elle s'inverse. En 2026, on observe vraiment un effet de rattrapage de ces marges nettes d'intérêt. Les anciens crédits accordés à des taux très faibles, ils arrivent progressivement à échéance et ils sont donc remplacés par des nouveaux prêts à des taux plus élevés, ce qui améliore le rendement de l'actif des banques. Et en même temps, je pense que tu l'as vu aussi, le coût du passif, il diminue grâce notamment à la baisse du taux du livret A récemment. Donc, depuis 2025, le taux du livret A, il est progressivement descendu de 3% à 1,5% en février 2026. Donc, ce qui forcément réduit le coût de rémunération des dépôts et
Et donc, la marge nette d'intérêt progresse vraiment pour les banques françaises, notamment en 2026. Et c'est des banques qui sont extrêmement diversifiées. C'est pas des banques qui sont, je parle notamment de BNP. C'est au niveau, en Europe, c'est vraiment considéré comme la banque européenne de référence. Ok. Et du coup, tu nous as un peu détaillé Société Générale. BNP, c'est vrai que c'est vraiment la grosse multinationale, très diversifiée. Et moi, je trouve qu'il y en a une des trois qui dénote un petit peu. Moi, aujourd'hui, d'ailleurs, mes prêts sont chez le Crédit Agricole. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler justement du profil de cette banque-là? C'est vrai que Crédit Agricole, elle a un profil un peu différent parce que elle a une structure mutualiste. On a à la fois le groupe Crédit Agricole et on a Crédit Agricole SA, donc CASA, qui est l'entité cotée en bourse. On a CASA qui regroupe LCL, la banque de financement et d'investissement, la gestion d'actifs et l'assurance. Donc, c'est un modèle mutualiste. Toutes les caisses régionales donc, qui font partie du groupe Crédit Agricole sont les actionnaires majoritaires de CASA, donc de Crédit Agricole SA, l'entité cotée, et lui apportent une base de dépôt assez stable, ce qui est considéré comme un atout plutôt important quand on est en période d'incertitude, notamment économique, etc. Et géopolitique aussi. La principale source de création de valeur, elle provient de la gestion de l'épargne, de l'assurance. On a Amundi, premier gestionnaire d'actifs européen, et on a Crédit Agricole Assurance. Donc, on a vraiment, CASA bénéficie quand même de revenus de commission récurrents, à la fois rentables et peu consommateurs de capital. En revanche, c'est une banque qui reste, quand on la compare à Société Générale, à BNP, c'est une banque qui reste très exposée au marché français, très exposée à l'Europe. Donc, on est vraiment sur un marché plus domestique et elle est possiblement plus exposée à la banque de détail que les deux autres, ce qui fait qu'elle est plus dépendante du contexte économique, des taux d'intérêt, etc. Ok. Donc, Crédit Agricole, ouais, je trouve que c'est intéressant cet aspect aussi un petit peu plus proche, même si du coup, effectivement, tu es très exposé au marché français. Et il y a une autre banque qui a fait un mouvement récemment. Il y a la BNP qui a racheté AXA IM. Est-ce que c'est pour aller sur une activité peut-être un petit peu plus rémunératrice, un petit peu plus rentable? Je pense que oui, BNP, son objectif, c'est de cibler des acquisitions, là comme avec AXA IM, qui permettent de vraiment renforcer tout l'aspect revenu régulier, des commissions, etc. L'acquisition d'AXA IM, elle vient renforcer le pôle Investment and Protection Services, qui comprend toute la partie assurance, la gestion d'actifs, la gestion de fortune. Donc, c'est une acquisition qui lui permet d'obtenir encore plus de revenus de commission qui sont moins consommateurs de capital réglementaire et qui lui permettent possiblement aussi de venir, je dirais pas concurrencer, mais non, ça, il faut pas le dire. C'est pas concurrencer, mais tu sais, de venir un peu renforcer leur position vis-à-vis Prendre des parts de marché? Amundi. Je ne sais pas si c'est prendre des parts de marché, mais en tout cas de consolider leur position sur la partie gestion d'actifs. Et BNP, dans toute cette partie investissement, ils ont une section, BNP Easy, c'est toute la partie ETF. Et il y a quelques mois, j'ai été invité par BNP sur un brainstorming à propos justement des ETF, parce que tu as des entités comme Lyxor, comme Amundi, qui sont très forts sur les ETF, notamment pour les particuliers. BNP, ils sont très forts aussi sur les ETF, notamment avec le S&P 500 Easy. Mais ils se posent quand même pas mal de questions sur le fait que eux, ils ont une très grosse base de gros comptes, donc ils sont beaucoup plus axés, je pense, c'est ce qu'ils nous ont expliqué, sur vraiment les grands comptes, les grandes entreprises, et moins sur le retail vis-à-vis de cette partie investissement. Et je me demande, est-ce que tu penses que le fait
pour eux d'axer justement un petit peu plus leurs ETF, par exemple, vers du retail, c'est vraiment quelque chose qui peut impacter leurs résultats, ou là, c'est peut-être plutôt de l'optimisation. Eux-mêmes se posaient la question de savoir si c'était vraiment intéressant pour eux d'aller jouer Amundi et Lixor, par exemple, sur l'investissement retail via ETF notamment. Parce que c'est vrai que Amundi est tellement implanté sur la gestion collective, la partie épargne salariale, tout ça. Enfin, en fait, j'en parle souvent avec des amis. C'est vrai que quand je travaillais chez Amundi, c'est Amundi, ah bah oui, mon entreprise, il y a ça, nanana. Enfin, c'était Ok. que ça. Donc, je sais pas Et si vraiment c'est. Lixor, t'en entends un peu parler, ou je crois que c'est plus au niveau européen, Lixor quand même. L'Ixor est beaucoup plus au niveau européen et avait été racheté il n'y a pas si longtemps. Moi, je travaillais avec des équipes qui étaient anciens L'Ixor, justement. Ouais. Mais oui, je crois que c'est plus européen, même plus international, Ouais. Et dans mes tu sens souvenirs. qu'Amundi, ils sont très implantés aussi, parce que, tu vois, là, c'est les premiers à avoir sorti le ACWI World, là, récemment. Ouais, C'était ouais, vraiment un truc que, en tant que particulier, tout le monde attendait, quoi. ouais, tout à fait. Et puis, c'est un peu, c'est la référence en France, quoi. Je préfère pas trop en parler parce que j'ai bossé là-bas, mais c'est vraiment la référence en France. C'est ceux qui ont le plus de moyens, enfin, en termes de Ouais, gestion d'actifs. Et puis, comme ils sont en plus cotés de manière indépendante, ouais, La, ouais, co- la collecte, elle est c'est- impressionnante là récemment. ouais, c'est une super belle boîte. Ouais, ouais. Ouais, en plus, avec tout le mouvement vers justement les particuliers qui investissent, notamment via ETF de façon un peu passive, je pense Ouais. que depuis le Covid, en fait, tu dois avoir une collecte qui est énorme. Ah mais oui, franchement, il y a eu, je crois qu'en plus ils ont vachement restructuré aussi leurs activités. Enfin, non, c'est une Ouais. boîte qui est vraiment intéressante, hein. Pour recentrer un peu sur les bancaires, tout à l'heure, tu nous as parlé de produits nets bancaires, donc de PNB. C'est quelque chose que tu retrouves pas forcément, enfin, c'est quelque chose que tu retrouves pas sur les entreprises un peu plus classiques. Donc, je pense qu'il y a quand même des subtilités entre analyse fondamentale sur justement le secteur bancaire et une analyse fondamentale un peu plus classique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, c'est vrai qu'on n'analyse pas du tout une banque de la même manière qu'une entreprise d'un autre secteur d'activité. Donc, comme on a pu le dire tout à l'heure, les dépôts des clients apparaissent au passif du bilan et ils constituent en fait une dette que la banque détient envers les déposants. Mais c'est aussi la principale ressource de la banque qui lui permet de financer les crédits auprès de ses clients. C'est pourquoi en fait des indicateurs comme la dette nette ou levé sur EBITDA, ils sont absolument pas pertinents quand on analyse une banque. L'analyse va plutôt privilégier des ratios de rentabilité, de solvabilité, la liquidité, toute la partie qualité des actifs également que la banque détient en portefeuille et le coût du risque. C'est des indicateurs qu'on regarde surtout quand on analyse une banque. Je pense qu'on ne va pas aller forcément en détail parce que ça pourrait durer des heures. Mais un point qui est important, c'est toute la partie solvabilité. C'est un indicateur réglementaire. C'est le CET1, le ratio qui permet de mesurer la solidité financière d'une banque en comparant ses fonds propres de meilleure qualité au risque qu'elle prend à travers l'octroi de ses prêts et de ses activités. Plus ce ratio il va être élevé, plus en fait la banque elle dispose d'un matelas de sécurité pour absorber d'éventuelles pertes en cas de souci. C'est en fait la BCE qui va fixer via le processus SREP, donc Supervisory Review and Evaluation Process, un niveau minimum de ratio CET1 que chaque banque va devoir respecter en fonction de son profil de risque. Et ce qui intéresse surtout les investisseurs, ça va être l'écart entre ce ratio CET1 et l'exigence de la BCE. Et plus cette marge est élevée, plus la banque est considérée comme solide et peut continuer de rémunérer ses actionnaires. C'est vraiment un ratio qui conditionne également toute la partie rachat d'actions, versement de dividendes que la banque peut effectuer. Et donc aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le détail, mais les 3 banques françaises affichent des marges extrêmement confortables et parmi les plus élevées d'Europe. On a notamment BNP qui a bien amélioré son ratio CET1 et qui a atteint les 13% au deuxième trimestre 2026 et qui a atteint notamment 1 an d'avance sur son objectif qui était fixé pour 2027. Ok.
C'est sympa que tu nous parles de ça parce que tu vois, je m'étais posé une question avant qu'on enregistre. C'est vrai que c'est des boîtes qui versent quand même des dividendes assez importants. Je crois que tu es autour de 6, ça monte des fois jusqu'à 10%, il me semble, quand, quand Société Générale avait chuté assez fortement. Donc, à l'aide de ces ratios-là, parce que je ne sais pas du coup si tu regardes beaucoup le payout ratio pour ces boîtes-là. Donc, c'est peut-être plutôt sur ces ratios-là que tu vas te baser pour essayer de définir si effectivement tu es sur un dividende qui est soutenable ou pas. Alors c'est vrai que les trois banques redistribuent généralement entre 50 et 60% de leurs bénéfices. Soit par le biais des rachats d'actions, soit par le biais des dividendes qu'elles reversent aux actionnaires. C'est des banques qui sont vraiment alors non, ça non, pas le dire comme ça, mais donc on a BNP qui a à la fois un dividende attractif et qui est tenu en fait dans le temps aussi. En 2025, on a eu 5,16 euros par action pour le dividende. Au titre du premier semestre 2026, elle versera un acompte sur dividende de 3,23 euros par action. On a Société Générale qui privilégie beaucoup les rachats d'actions là ils mettent en place un programme exceptionnel de 1,5 milliard d'euros. Et on a quand même Crédit Agricole qui reste la banque qui offre le rendement du dividende le plus élevé. On a eu au titre de 2025 1,13 euros par action pour le dividende. Ça représentait un rendement supérieur à 6%. Donc oui, c'est des entreprises qui, pour le coup, le retour aux actionnaires de ces entreprises sont vraiment intéressants. Ouais. Et je sais que tu as Crédit Agricole qui va chercher un peu de croissance en Europe. Je crois qu'ils ont racheté Banco BPM là récemment. Enfin, du coup, ils sont montés au capital. Et il me semble aussi, alors je regarde pas quotidiennement les bancaires françaises, hein, je suis pas investi dessus, mais il me semble aussi que c'est peut-être l'une des trois qui, depuis cette annonce-là, euh, a le moins bien performé. Je dis peut-être une bêtise, hein, tu me corrigeras si c'est le cas. Est-ce que tu penses que le marché il peut s'inquiéter de cette montée au capital? Et du coup, est-ce que ça peut expliquer un peu le fait que pour l'instant, elles sont un peu en retrait? Alors, possiblement, c'est vrai elle a décidé de renforcer sa présence en Italie et elle est rentrée dans le capital de Banco BPM, donc elle l'a pas racheté, hein, mais Ouais. elle a intégré en tout cas un bon pourcentage, je l'ai pas en tête, mais de Banco BPM. Donc elle essaye de se diversifier et de renforcer sa position en Europe. En revanche, c'est pas, selon moi, c'est pas la seule raison qui explique la chute. On sait que, comme on a pu le dire tout à l'heure, Crédit Agricole, c'est une banque qui est vraiment exposée au marché domestique. Et notamment à la banque retail, et c'est une banque qui est possiblement plus exposée à tout ce qui est cycle économique et qui a le plus souffert qui souffre le plus en tout cas du contexte géopolitique également actuel avec la guerre au Moyen-Orient. Et toi, si je sais pas si tu as trop le droit de le dire, mais si tu devais en choisir une des trois, de par là tout ce qu'on a évoqué, les fondamentaux, le business model, et puis après je te poserai une autre question aussi pour essayer de choisir un peu une entre les trois. Là, si on se concentre sur les fondamentaux qu'on vient d'évoquer, on exclut la valorisation pour l'instant. Si on parle fondamentaux et business model, donc diversification, multinationale, plus retail, toi, tu choisirais plutôt laquelle des trois et pourquoi? C'est vrai qu'on a tendance à se dire que BNP a prouvé pendant des années que c'était vraiment le référent européen, que les fondamentaux étaient extrêmement solides, tous ces ratios de solvabilité, de rentabilité sont tenus depuis déjà vraiment plusieurs exercices, ce qui fait que, en plus, voilà, elle bénéficie d'une diversification qui est importante. Elle l'a renforcée avec l'achat d'AXA IM récemment. Donc voilà, c'est BNP qui est considéré comme le leader européen. Après, on a Société Générale qui a quand même
démontré toutes ses capacités de restructuration donc le plan de restructuration de Société Générale porte ses fruits et commence vraiment à se matérialiser dans les chiffres des résultats. Donc c'est une boîte qui est aussi extrêmement intéressante, qui a réussi à réduire ses charges, qui a réussi à améliorer son ratio d'efficacité opérationnelle, sa rentabilité. Donc c'est une entreprise qui est aussi intéressante. Et on a Crédit Agricole. Et Crédit Agricole qui bénéficie quand même d'une politique de retour aux actionnaires qui est attractive et qui a fait un bon début d'année 2026. Et il conserve quand même une bonne discipline de coûts malgré toute la partie hausse des provisions et la partie exposition au marché retail. Ok. Et donc là, pour le coup, pour parler un peu valorisation, ta Société Générale qui a fait, je crois, quasi 150% en 2025, enfin, qui a quand même très, très bien performé ces dernières années, qui avait été effectivement peut-être décotée, mais je suis pas trop spécialisé sur le secteur pendant quelques années de par tout ce cycle de mauvaises nouvelles qui arrivait pour Société Générale. Au niveau des valorisations, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tout est intégré dans le cours, par exemple pour Société Générale? Est-ce que tu penses qu'il y en a une qui est plus décotée que l'autre, ou est-ce que les trois jouent à peu près sur les mêmes standards? Oui, pour valoriser une banque, déjà, on va regarder deux ratios. On va regarder le PER, donc que vous connaissez, que j'ai pas forcément besoin d'expliquer, et on a le price to book qui va être beaucoup regardé pour les banques, qui va ensuite comparer la valeur en bourse de la banque à la valeur des fonds propres de la banque. Souvent, un ratio proche de 1 signifie que le marché il va valoriser la banque à la hauteur de ses capitaux propres. Donc, c'est plutôt positif. Au-dessus de 1, forte confiance dans sa rentabilité. Et en dessous de 1, le marché plus réservé quant à la capacité de la banque à créer durablement de la valeur. BNP est vraiment valorisé comme le leader du secteur. C'est le mieux valorisé des trois. Ça reflète la qualité de son portefeuille, la qualité de la diversification de son modèle. On a un PER d'environ 4,4 fois les bénéfices attendus 2026 et un price to book d'environ 1. Donc valorisation qui traduit la confiance du marché dans la régularité de ses résultats et ses perspectives de croissance. On a Société Générale qui est considérée aujourd'hui comme la banque de redressement avec un fort potentiel de revalorisation, mais qui a déjà été en grande partie réalisé. Le titre se négocie à environ un PER d'environ 10 fois les bénéfices attendus pour 2026 et un price to book à 0,94 fois. Donc le marché reste quand même encore un petit peu prudent malgré vraiment les progrès vraiment significatifs qui ont été réalisés ces derniers mois. Mais il faut garder en tête que le titre a été revalorisé beaucoup, comme tu as pu le dire tout à l'heure. Et donc, oui, on a le retour de la confiance des investisseurs dans la stratégie, mais tout de même peut-être une conservation d'une certaine prudence. Et pour Crédit Agricole, elle apparaît comme la valeur la plus décotée. Ça a presque toujours été le cas. Mais c'est la valeur la plus orientée vers le rendement et le retour aux actionnaires, comme on a pu le dire tout à l'heure. On a un PER d'environ 8 fois les bénéfices attendus pour 2026 et un price to book nettement inférieur à environ 0,76 fois. C'est une décote qui s'explique à la fois de par la complexité de sa structure mutualiste, même si elle conserve une rentabilité extrêmement élevée, son dividende est généreux et elle a un modèle de banque assurance qui est très résilient. Okay. Et par rapport à, là je checkais un petit peu, finalement par rapport à, je pensais qu'on était encore en dessous des standards, tu vois, en termes d'historique sur le PER et sur le price to book. Je pensais qu'aujourd'hui on était encore en dessous des standards historiques. Parce que tu prends le PER moyen sur les 20 dernières années. Et finalement, là, par exemple, sur BNP, on est revenu sur des niveaux un petit peu normaux qu'on avait sur les bonnes périodes pour les banques, quoi. Quand tu dis ça, c'est pour comparer Ouais, par rapport, tu vois, par exemple, alors attends, je vais me remettre sur BNP. Mais si tu prends par rapport à la période qu'on a eue post-2008,
aujourd'hui, on est vraiment revenu sur des niveaux de valo normaux, quoi, hein, qui reviennent sur la médiane finalement historique. Oui, c'est vrai que elles ont toutes les trois significativement amélioré tous leurs ratios réglementaires. On les a pas tous cités parce que on pourrait la vidéo serait beaucoup trop longue, mais elles ont toutes amélioré ces ratios-là. Elles se sont diversifiées, elles ont fait effectuer toutes les trois des choix stratégiques et pertinents au regard de l'évolution, de leur évolution. Donc je pense que elles ont rassuré et elles ont rassuré réellement les investisseurs et elles ont obtenu des modèles de qualité toutes les trois. Ok, donc ça c'est positif quand même, le fait de se dire que t'es plus dans la situation de 2007-2008 où il pouvait y avoir des excès. Aujourd'hui, c'est quand même bien contrôlé, donc je suis plutôt d'accord avec toi et je pense que ça rassure quand même le marché. Et moi personnellement, c'était vraiment un de mes billets psychologiques, quoi, entre guillemets. Et c'est pour ça que depuis que j'ai investi, ça fait 10 ans maintenant, je suis jamais rentré sur une bancaire. Et Je comprends. maintenant, dernière petite question, sans faire de conseils, mais juste en nous donnant ton avis. Après, les gens sont responsables, ils iront faire leurs propres recherches et s'ils veulent investir sur une de ces trois boîtes-là, ben, ils feront leurs recherches et voilà. Est-ce que toi, en tant qu'analyste, du coup, en regard de tout ce qu'on a évoqué, tu pourrais nous donner celle que tu choisirais si tu devais en choisir une des trois? Alors, je fais pas de recommandations d'investissement, évidemment, mais c'est vrai que BNP présente le profil le plus solide des trois et le plus résilient. Je pense que les trois banques françaises n'ont jamais été aussi solides depuis la crise de 2008. Elles affichent toutes les trois des rentabilités élevées, des niveaux de capital confortables, une liquidité abondante, une bonne qualité d'actifs également, qui est un point extrêmement important pour une banque. Pour autant, il faut bien garder en tête que oui, c'est un secteur qui est intéressant, mais c'est un secteur qui reste très dépendant de l'environnement économique et de l'évolution des taux d'intérêt, de la croissance, du coût du risque, de l'environnement économique également, hein, parce que quand l'économie ralentit, la demande de crédit diminue. Et il y a différents défis pour les banques qui seront à suivre lors des prochains mois. Elles vont devoir poursuivre leur plan de réduction de coûts, accélérer la digitalisation aussi, qui reste important dans le secteur, développer les activités de commission. On l'a beaucoup évoqué lors de cette vidéo et maintenir une allocation de capital disciplinée pour continuer de soutenir les dividendes, les rachats d'actions qui intéressent fortement les investisseurs. Tu as bien dégrossi le truc. Merci beaucoup. Tu vois, moi, c'est vraiment un secteur sur lequel je m'étais pas penché. Et tu vois, là, tu nous as expliqué un peu les valos, notamment le price to book. Tu nous as expliqué aussi un petit peu la rentabilité et surtout l'impact des taux d'intérêt. Tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui était important à souligner. Est-ce que tu veux évoquer un dernier truc ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Écoute, je pense qu'on a bien fait le tour et notamment, c'est important de garder en tête les défis qu'on vient d'évoquer juste avant, de continuer de suivre surtout l'environnement de taux et l'environnement économique quand on analyse et quand on investit sur une valeur bancaire. Super. Eh ben, je te remercie beaucoup, Louise, en tout cas. Et puis, je te dis peut-être à une prochaine. On peut te retrouver sur la chaîne YouTube d'XTB. Je crois que tu fais des analyses, notamment, ça doit être macro, ou j'ai vu aussi que tu faisais sur les matières premières un petit peu. Oui, tout à fait. On fait régulièrement des analyses avec mon collègue Mathéis sur les matières premières. Ok, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, en tout cas, pour ton temps. C'était super pertinent. Et puis, je te dis à bientôt. Avec plaisir. Merci Bernabé. Bonne journée. Bonne journée. Ciao.